aujourd'hui. Alors, premier sujet, c'est le district de la distillerie. Donc, à Toronto, il y a un endroit où, dans le passé, c'était très industriel. Et puis, j'ai regardé, je fais un peu de recherche. En 1837, on a commencé à faire de l'alcool, surtout du whisky. Éventuellement, on a fini par transférer, on a fait du rhum. Donc, c'était faire de l'alcool. Et dans les années 1990, ils ont fermé cet endroit. Mais au lieu de laisser les bâtiments délabrés, au début des années 2000-2002, on a décidé d'en faire un centre touristique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a fait, avec la recherche que j'ai faite, on a fait plus de 1500 films sur ces lieux qui montrent un environnement intéressant, surtout pour le film. Donc, on peut voir les bâtiments étaient tous en briques rouges ici. On peut voir certaines tuyauteries, donc on s'en occupe beaucoup. C'est très, très touristique ici, donc j'ai 2 allées. Et puis, nous allons regarder un peu qu'est-ce que j'ai découvert à cet endroit. Donc, voyons voir si on peut regarder quelques photos. Voilà, voilà. Nous allons regarder quelques petits films juste pour voir. Et je vais éditer ces sections parce que ça prend quelques instants. Donc, voyons voir. Vidéo 1. Donc, voici, nous sommes ici à une petite rue qui s'appelle Tank House Lane. Et on peut voir les anciens bâtiments en briques rouges ici avec ces grandes fenêtres. Je vais enlever le son, comme ça je peux parler avec vous. Alors, ce sont les bâtiments en briques rouges. On peut voir les grandes fenêtres parce que ça permettait de minimiser la quantité d'électricité nécessaire à l'intérieur. Chose intéressante aussi, c'est que, donc en commençant dans les années 1800, au début des années 1800, on se retrouve avec, on utilisait la vapeur pour faire fonctionner les machines, bien sûr. Donc, il y avait certaines limites sur ce que l'on pouvait faire, bien sûr. Voyons voir si... Oups, ça, c'est pas ça que je veux montrer. Voyons voir. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de machine qui était utilisée dans ce temps-là. Voyons voir. Donc, ça ici, c'est une perceuse. C'est une perceuse, on peut voir, alors il y avait un centre qui faisait tourner des poulies, donc c'était sûrement des chaudières à vapeur, bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Intéressant. Voilà, voilà. Donc, on ne peut pas voir ceci. C'est excitant. Donc, voyons voir si je peux trouver la solution. Donc, je vais enlever ceci. Add to stream. Voyons voir si ça fonctionne mieux. Pas du tout. Fantastique. Je vais faire d'une autre façon. Voyons voir, on va enlever ceci. Voilà. Share vidéo. Voilà. Donc ici, c'est une... Alors, voyons voir si la vidéo peut avancer. Tiens, c'est la mauvaise vidéo. Voyons voir si je peux en trouver une autre. Voyons voir, share. Voyons voir. Ah non, c'est la vidéo qui devait fonctionner. Donc, c'était une perceuse. Donc, présentement, nous utilisons lorsqu'on est en industrie, on utilise des moteurs électriques pour faire tourner les grandes machines. Mais il y a un certain temps, on utilisait seulement les mouvements. Et donc, on peut voir comment il y a amélioration, bien sûr, de la technologie. Maintenant, on utilise beaucoup les ordinateurs et l'informatique pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc, une autre chose que j'ai trouvée, voyons voir si je peux regarder une autre chose que je voulais montrer. Alors, ça, c'est fantastique aussi. Voyons voir, share screen. It's not this one. Voilà. Très bien. Donc, on peut voir ici, c'est un autre angle.
Alors ici, la semaine passée, on a passé peut-être 6 heures là-bas, un peu de tourisme, un café. On a mangé un petit peu et c'était intéressant. Et c'est ouvert à l'année, ce qui est intéressant parce qu'il y a des festivals tout au long de l'année, Festival du film. Il y a le Noël blanc avec, bien sûr, toute cette idée de la neige dans l'environnement. Bonjour, chef Alphabet, j'espère que ça va bien. Je fais un tour de c'est le district de la distillerie à Toronto et j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai décidé de partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà, voilà. Voyons voir si je peux regarder une autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Très bien. Voyons voir si je peux utiliser notre logiciel pour voir ceci. Alors, j'ai trouvé ça Regardez intéressant. comme c'est fantastique. C'est comme une sculpture, c'est un travail en métal. Donc, on peut voir que c'est là à rouiller, bien sûr, en contact avec l'oxygène. Mais c'est le symbole de la paix. Et on a tous les symboles, ou une variété de symboles qui se rapportent à la spiritualité, à la religion. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir, donc c'est une question de chimie, bien sûr. Donc, lorsque le fer est en contact avec l'humidité de l'air et l'oxygène, il va rouiller. Question scientifique. Mais ici, on peut voir qu'on en fait une œuvre d'art, bien sûr. Lorsqu'on fait l'art, on peut utiliser, bien sûr, peinture, plâtre, argile. On peut, bien sûr, utiliser du fer. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et c'est très inclusif aussi. Et ça, j'ai aimé ça comme idée. Voilà, voilà. Voyons voir si je peux regarder s'il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Ah oui. La dernière chose que je vais vous montrer ici, et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Voyons voir. Donc, je vais enlever ça. Lorsqu'on parle d'environnement, on essaie toujours de... Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on est un endroit où c'est plus historique. Et puis, j'ai trouvé intéressant comment est-ce qu'on peut utiliser l'aménagement et les technologies pour pouvoir faire ce que l'on veut dans ces endroits. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Donc, ici, une série de petits magasins qui est fantastique. Et on peut voir, bien sûr, on a notre district de la distillerie ici avec un côté beaucoup plus historique. Mais on avait besoin de place et ce que les personnes ont fait d'intéressant, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait maximiser la place en ajoutant des magasins. Et si on va à l'arrière, on peut remarquer que ce sont des petits conteneurs que l'on utilise pour transporter la machinerie. Mais qu'est-ce que l'on a ici? Ce sont des petits blocs dans lesquels on a air climatisé, entrée électrique, et on utilise ceci de façon à ce que l'on puisse maximiser à l'intérieur d'une ville ce que l'on veut faire. Je sais que il y a quelques années, il y avait un entrepreneur qui utilisait des conteneurs comme ceci à Paris même, et pour faire pousser des fraises. Donc, on faisait l'agriculture de certains petits fruits dans la ville, et donc, on peut utiliser des conteneurs comme ceci et les mettre où on veut, de façon à ce que, ici, on a des magasins, mais on pourrait utiliser ceux-ci pour faire croître des plantes et avoir de la nourriture dans les grandes villes. Bien sûr, ce concept peut être utilisé aussi dans les endroits où il y a peu d'accès, donc que ce soit des endroits où il y a peu de routes. Ici au Canada, il y a certains endroits où les ressources, à cause de la température, donc si on va au nord du Canada, on se retrouve avec des étés très très courts où l'accès à la nourriture fraîche est très limité, surtout à cause qu'il y a peu ou pas de soleil et les hivers sont très longs et les étés sont très très courts. Donc, on pourrait utiliser des technologies comme ceci, où on peut avoir des containers, de façon à ce qu'on utilise l'hydroponique afin d'avoir de la nourriture fraîche où on veut, quand on veut. Donc, ça, c'est un modèle d'affaires. Est-ce que ça fonctionne? Je sais que ça fonctionne avec les fraises, bien sûr. Et ça pourrait fonctionner pour des endroits où on a des petites
soit des réserves de Premières Nations, ou ça peut être des petits villages dans le nord où l'accès est plus difficile. Donc ça, ce sont un peu cette idée de tourisme d'aujourd'hui. Alors, si vous aimez notre émission jusqu'à maintenant, bien sûr, n'oubliez pas d'appuyer et de vous abonner pour notre chaîne. Si vous avez des questions à caractère scientifique, je suis ici pour vous. Et bien sûr, mettez-les dans la section clavardage parce que je suis ici avant tout pour répondre à vos questions. Donc, voyons voir si on peut passer à la prochaine chose que je voulais regarder aujourd'hui. Alors, voilà. Je l'ai mentionné au début de notre émission. Aujourd'hui, voyons voir. Excellent. Nous allons partager ceci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre. En attendant, je vais parler d'un événement qui a eu lieu cette semaine. Donc, c'est le 5 août. Donc, c'est hier où on a envoyé un petit véhicule sur Mars en 2012. Donc, ça fait 10 ans. Donc, on parle beaucoup de cet événement dans l'actualité scientifique cette semaine. Donc, ici, on a un petit véhicule qui s'appelle Curiosity, sous Curiosity en anglais. Et je vais parler un peu de ceci. On va regarder quelques photos pour montrer comment est-ce que nous, comme humains, on aime cette idée d'explorer. Donc, si on recule 400 ou 500 ans, il y avait les grands explorateurs qui exploraient notre petite planète. Maintenant, nous avons l'Internet qui nous permet d'explorer et être au courant de ce qui se passe sur notre planète. Il y a bien sûr des personnes qui ont cette idée d'aller voir ce qui se passe sur Mars. Mais bien sûr, avec le temps, il y a toujours des nouvelles missions, des nouvelles personnes qui ont des nouvelles idées, des nouveaux budgets. Donc, c'est intéressant. Donc, ce petit véhicule, donc on peut voir, ça c'est comme un autoportrait. On peut voir avec une dizaine d'années, il y a certains composantes où il y a beaucoup de poussière. On ne peut pas les nettoyer. Donc, un des avantages, c'est que certaines pièces d'équipement vieillissent, les batteries perdent de leur efficacité et bien sûr, les panneaux solaires sont un peu sales. Donc, avec la poussière, moins d'électricité disponible pour faire notre travail. Mais bien sûr, il fonctionne toujours. Donc ça ici, c'est des photos avant 2012. Donc ici, on a une grandeur, ça nous donne une idée de la grandeur de celui-ci. Donc il y a peut-être si je me rappelle bien, 2,2 mètres de longueur. On va regarder les dimensions dans un instant. Donc je rappelle que la mission ici, ça fait 10 ans qu'il est là et a parcouru à peu près 30 km. Donc ce n'est pas des véhicules où on va à des dizaines ou des 10, 20, 30 ou 100 km/h parce qu'il faut pouvoir contrôler cet engin. Donc, voyons voir des infos sur celui-ci. Donc, on peut voir ici, les appareils sont sur l'engin. Il y a un bras ici. Sur ce bras, il y a une caméra, bien sûr, ce qui nous a permis de faire ce petit selfie. Mais il y a aussi des appareils pour pouvoir faire la collecte de données. Donc ici, voyons voir. Donc ici, on dit 2,2 mètres. Ça, c'est la longueur du bras. Voyons voir. Ici. Alors ici, c'est à peu près 1000 kg. Donc ça va. Donc c'est 2,7 mètres de largeur et à peu près 3 mètres de longueur. Excellent, comme un petit véhicule de plaisance. Voilà. Donc, il a été lancé de la planète en 2011 et est arrivé sur Mars en 2012. Mais n'oubliez pas que ce qui est intéressant, c'est que ça fait 10 ans que ce petit appareil est sur Mars. Donc, si ça fait 10 ans, on a dû préparer le lancement de cet appareil, donc 2 ou 3 ans, il a fallu construire cette mission, ce véhicule, il a fallu le planifier et avoir les budgets. Donc, il y a des chances que ce projet, ça fait déjà 20 ou 22, 23, 25 ans qu'on travaille sur cette mission. Ça fait 10 ans qu'on a des données. Il y a tous ces ingénieurs et techniciens qui se sont assurés que cet engin arrive sur Mars. Donc, si par exemple, nous prenons quelqu'un qui travaille en ingénierie ou en aérospatiale,
va à l'école, finit son éducation à 20, 22 ans peut-être, après une autre vingtaine d'années. Donc, quelqu'un peut être dans la quarantaine et avoir travaillé toute sa vie sur ce projet. Et donc, s'il y a des personnes dans cette classe qui sont intéressées de travailler en aérospatial ou dans ces missions d'exploration, souvent, ce sont des carrières qui durent longtemps. Des fois, on peut travailler toute sa carrière sur le même projet. Donc, c'est intéressant. Donc, voyons voir si on peut regarder quelques photos. Donc, on va en regarder quelques-uns. Alors, il y a une affiche. Voyons voir, nous avons ça ici. Donc, ça, c'est l'affiche du 10e anniversaire ici. Tiens. Peut-être que je vais en faire une copie papier et la mettre dans ma classe pour le début du semestre. Regardez, c'est fantastique. Donc, n'oubliez pas que c'est un appareil qui fonctionne depuis 10 ans et on ne peut pas aller le réparer. On ne peut pas aller faire des modifications ou le nettoyer à distance. Ça veut dire que lorsqu'on prépare un appareil comme ceci, il faut essayer de penser le plus possible à toutes j'oublie le mot maintenant, les éventualités. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas aussi que si nous avons notre petite Terre qui est ici et qu'il y a Mars qui est là, je pourrais toujours montrer ceci pour que ce soit plus facile. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici notre appareil comme ceci. Il avance, pas très très rapidement, peut-être quelques mètres, à grande vitesse, probablement seulement quelques mètres à l'heure, lorsqu'il fait soleil pour conserver l'énergie. Maintenant, s'il arrive que cet engin arrive à un endroit où il y a un obstacle, qu'est-ce qui arrive? C'est que le petit... Alors, en 2012, on n'a pas vraiment cette intelligence artificielle comme nous la connaissons aujourd'hui. Nous avons un petit véhicule qui avance, arrive sur un obstacle, et maintenant, il y a des procédures qui vont faire que celui-ci va arrêter. Mais il ne sait pas quoi faire. Donc, habituellement, il y aura une transmission qui va aller sur Terre. Cette transmission prend à peu près 7 à 8 minutes. Les ingénieurs ici se disent, OK, il y a une situation, on analyse qu'est-ce que l'on peut faire et on peut dire, OK, on prend peut-être 10 à 20 minutes pour essayer de comprendre si ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. On renvoie une source, un code de programmation pour dire au véhicule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer. Donc, l'idée, c'est que, et ça prend un autre 7 à 8 minutes. Donc, s'il y a une situation, ça prend peut-être 30 minutes avant qu'on puisse régler cela. C'est pour ça qu'on dit, en 10 ans, il a fait seulement 30 km/h. C'est vrai, c'est 3 km par an. Sauf qu'on ne veut pas que notre petit véhicule se brise. Donc, il avance très tranquillement pour s'assurer que s'il y a des situations que l'appareil ne se brise pas. Et bien sûr, il y a la collecte de données qui prend aussi du temps. Donc, l'idée, c'est qu'on veut toujours penser à long terme pour s'assurer que notre équipement soit le meilleur, pour le plus longtemps. Donc, voyons voir. J'ai regardé quelques photos. Donc, bien sûr, on ne peut pas aller là-bas. Donc, il faut interpréter les images basées sur ce que nous connaissons. Donc, si on regarde cette photo ici, voilà. Donc, on va dire, OK, donc ça, c'est une façade. Il y a comme une... Comment je pourrais dire ça? Alors, le petit curiosité est dans comme un cratère comme ceci. On essaie de comprendre ce qui se passe. Et on voulait savoir s'il y avait de l'eau à cet endroit. Et si on regarde ici les petites lignes, on peut voir qu'il y a des lignes comme ceci qui montent. Alors, il y a des ondulations comme cela. On peut voir que les ondulations ici recoupent ces petites lignes qui sont ici.
Alors, comment est-ce que ceux-ci sont créés? Ça, c'est une question de géologie. Et on va regarder ça ensemble. Ici, avec les dimensions, on s'est dit que pour faire cela, c'est fait en sable, c'est comme des petites dunes, donc c'est le vent qui a transporté ces sédiments. Ce n'est pas l'eau. Donc, si par exemple, alors sûrement si vous allez à la plage où il y a des dunes de sable, pensez au désert même, le vent transporte le sable et il y a des petites couches qui se passent. Donc, comme ceci. Est-ce que l'on peut voir? Je vais montrer. On se trouve avec des petites couches de sable comme ceci. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que ces couches de sable vont en fonction du vent. Mais lorsque le vent change de direction, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à ce moment-là, il y a une certaine usure de ces couches. Donc, si nous avons un vent qui va comme ceci, on a des couches qui s'ajoutent. Par contre, si nous avons un vent qui arrive de l'autre côté comme cela, il est possible qu'il y ait, de nouvelles couches de sédiments, mais à cause de cela, certaines couches ici des sédiments passés n'existent plus. Donc ici, donc on se retrouve avec des couches de sédiments comme ceci, qui semblent couper d'autres sédiments d'une autre direction. Et la raison de cela, c'est que lorsque ces grains de sable se sont déposés, avec l'érosion du vent, on se retrouve avec des couches de sédiments qui sont tronquées. Donc, c'est ce que nous avons ici et c'est intéressant. Donc, je remonte la photo. Donc, on peut voir ici, nous avons notre couche qui est ici et nous avons des couches de sédiments qui sont tronquées et on a un exemple parfait qui est ici. Alors sur Terre, nous avons des exemples comme cela et qu'est-ce qui arrive? C'est avec le temps, avec les millions d'années, ceux-ci deviennent des roches sédimentaires qui sont préservées pour le long terme. Donc on est sur Mars. On voit quelque chose comme ceci, on regarde les dimensions et on se dit, OK, nous ne sommes pas allés sur Mars, mais en regardant cette information, on peut interpréter ce que nous avons. Et ça, c'est un peu le travail des géologues là-bas. Un autre exemple que j'avais regardé, où sont-ils? Voilà. Alors ça ici, c'est un autre exemple d'endroits où il y a des sédiments. Mais chose intéressante, ces sédiments sont beaucoup, beaucoup plus plats. Donc, si on a des sédiments plats comme ceci, on se dit que ce sont des sédiments qui viennent d'un fond de lac. Alors ça ici, c'est intéressant parce que les scientifiques se sont dit, OK, on a une roche sédimentaire, on a tous des couches qui sont parallèles. J'aimerais savoir si je peux, je ne sais pas si je pourrais trouver des exemples. Pendant que je discute, je vais voir si je peux trouver des exemples. Près de chez moi, il y a des exemples qui sont très similaires. Donc ici, alors donnez-moi un instant. Voyons voir si je peux trouver l'info ici. Alors voilà. Donc pendant que il cherche sur ma caméra ces photos. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des couches sédimentaires. On sait que sur Terre, ceci arrive, on a déjà vu ça. Les géologues savent que pour avoir des roches comme ceci, c'est en situation où c'est de l'eau dans le fond des lacs. Ça veut dire que si on voit des exemples de roches sédimentaires où
ça semble être similaire à ce que nous avons ici sur Terre, ça veut dire qu'il devait y avoir un lac ou des lacs dans ce temps-là, lors de la formation de ces sédiments il y a des millions d'années. S'il est pour avoir des lacs, ça veut dire qu'il devait y avoir de l'eau sur Mars. Et donc ça, c'est une question à considérer. Donc la question est, OK, lorsqu'on pense à Mars, on sait qu'il n'y a pas d'eau. Donc, à quelque part dans l'histoire de cette planète, il y avait de l'eau sur Mars et celle-ci a disparu. J'essaie de voir un peu de la même façon. Il semble que, alors si on pense à l'eau sur Terre, l'eau ne peut pas disparaître à 100%. Donc les chances sont que l'eau ou les molécules d'eau ont été absorbées par les sédiments. Vous allez me dire, comment est-ce possible? Voyons voir. Si nous savons que Mars s'appelle la planète rouge. Donc, voyons voir, voyons voir si je peux arrêter cela. Donc, nous savons que Mars est la planète rouge. On se dit que si c'est la planète rouge, c'est un endroit où c'est comme si c'est du fer rouillé, comme nous avons ici. Comme ceci. Molécules possibles. Donc, pour pouvoir faire ce type de réaction, nous avons besoin d'eau. Donc, la théorie qui semble la plus logique, c'est que l'eau qui était sur la surface de Mars a été absorbée par les minéraux. Il y a eu des réactions chimiques qui ont fait que les molécules d'eau se sont retrouvées mêlées avec les atomes de certaines roches et il y a eu érosion. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec très peu d'eau. On les retrouve surtout sur les calottes glaciaires au nord et au sud. Mais pour le reste de la planète, il n'y en a pas. Donc, voyons voir si je peux trouver. Donc, je sais que je suis allé prendre une marche il y a quelques semaines et je regardais, voyons voir, je ne sais pas si on peut le voir facilement. Ah, tiens, c'est une photo, je pense, qui est raisonnable. Donc ça, c'est près de chez moi. C'est sur un pont, il y a une vallée. On peut voir qu'il y a ici un terrain de golf. On peut voir ici, sur le côté, on peut voir ces... je ne sais pas si on peut faire un zoom. Ah, voilà. On peut voir ici ces couches de sédiments qui sont présents. Ce sont des couches sédimentaires qui ont été créées dans le fond d'un lac. Donc, on peut se dire que si on recule plusieurs millions d'années, on se retrouve avec un environnement où il y a des sédiments qui peuvent se déposer dans le fond d'un lac qui ont formé ceux-ci. Donc, les géologues se disent, nous savons que des couches sédimentaires se forment comme ceci sur Terre. Et basé sur notre expérience, si on regarde sur ce qu'il y a sur Mars, ça nous donne exactement cette idée d'interprétation. Est-ce que nous sommes assurés à 100%? Pas du tout. On a besoin de faire l'analyse de roche. On aurait besoin de voir plus directement. C'est pour ça qu'il y a des géologues qui se disent, nous aimerions aller sur cette petite planète. Alors, voyons voir. Ça, c'est... Oups, je vais vous montrer ceci. Donc, ça, c'est un exemple ici. Donc, on peut voir que on a ces sédiments qui ont été déposés. Lorsqu'un sédiment sèche, ça se rapetisse. Il y a une contraction. On a ça ici, aussi sur Terre. Et on peut voir qu'il y a un petit cercle ici parce qu'il y a une petite perceuse qui prend des échantillons pour essayer d'analyser la composition de la roche. Donc, voyons voir si je peux montrer. Donc, ça, ce sont des exemples. C'est une photo qui date de quelques années. Mais on peut voir ici qu'on a une perceuse. L'idée, c'est on va prendre cette partie de roche en poussière très, très fine et on va faire, si je me rappelle bien, il y a un spectrographe
Donc, ils regardent, il faut chauffer à haute température avec un laser et ils regardent la composition de ces roches. Donc, dans une mission comme ceci, on a bien sûr la communication entre la Terre et ce véhicule. Nous avons aussi des ingénieurs qui s'assurent que, à partir de la Terre, on peut s'occuper de notre petit véhicule. Il y a tous les scientifiques qui interprètent les données atmosphériques et la composition de l'atmosphère, les données sur les roches ainsi que la composition chimique, et bien sûr, certains géologues qui regardent pour les formations de roches pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils voient. Je vais montrer ici un autre, j'ai bien aimé celle-ci. Oups. Oh, on ne peut pas l'agrandir, mais lorsqu'on clique dessus, on peut voir, on se retrouve ici avec certaines roches. Voyons voir si je peux grandir ceci pour que vous puissiez le voir mieux. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut voir ça un petit peu mieux? Pas vraiment. Intéressant. Mais lorsqu'on regarde, je vais monter ça un petit peu comme ceci, on peut voir des roches. Ceux-ci ont été érodés par le vent. Et dites-vous que si on regarde la surface de Mars, il semble y avoir beaucoup de sable, de la poussière. C'est que c'est une planète qui est très sec. Et en étant très sec, celle-ci se retrouve comme une planète de poussière avec peu ou pas d'eau pour faire sa surface. Donc ça, c'est une autre photo que j'ai trouvée intéressante. Donc ici, on peut voir qu'il y a des petites couches et on se dit que ces petites couches ont durement été faites lorsqu'il y avait, vous savez, lorsqu'on a un petit ruisseau, par exemple, où il y a un petit écoulement d'eau, ça fait des petites fines couches de sédiments. Et l'interprétation que nous avons pour cet endroit ici, ce sont ces petites couches de sédiments qui sont créées par le mouvement des sédiments avec l'eau. Donc, on sait qu'il y a eu de l'eau maintenant sur Mars. La question, c'est où est-elle? Comme j'ai mentionné, la théorie, c'est l'eau a été absorbée par les composés des roches et a fini par être emprisonnée dans les nouvelles molécules. Mais c'est important pour nous parce que lorsque nous allons partir de la planète ici et aller faire un tour sur Mars, nous, on essaie de trouver de l'eau parce que je vais vous expliquer pourquoi. Voyons voir. Lorsqu'on va sur une planète, que ce soit, donc on va aller sur la Lune, on veut retourner sur la Lune, il y a Mars, nous essayons de trouver de l'eau. Et la raison pour cela, c'est que s'il y a de l'eau avec de l'énergie solaire, on peut faire de l'électrolyse. De l'électrolyse comme ceci avec l'énergie solaire pour obtenir des molécules d'hydrogène et des molécules d'eau comme cela. Maintenant, tout ceci est important parce que les humains ont besoin d'eau. Ça, c'est important. On a besoin d'eau pour vivre, pour s'hydrater, pour faire croître la nourriture. On a besoin d'oxygène parce que l'oxygène est important pour nous pour pouvoir respirer et pour rester en vie. Et bien sûr, on peut faire la combustion entre l'hydrogène et l'oxygène. Donc, lorsqu'on les met en deux pour produire de l'énergie. Donc, si on prend ces programmes de navettes spatiales des États-Unis, on utilisait de l'hydrogène et l'oxygène. Cette énergie est importante pour faire fonctionner les machines, mais surtout, on a besoin d'une certaine chaleur pour s'assurer que les humains qui sont sur la Lune, qui sont sur une autre planète, aient ce qui est nécessaire. Cette chaleur, l'oxygène, ainsi que l'eau pour survivre. Donc ça, c'est intéressant comme idée. Voilà, donc ce sont les points que je voulais montrer sur ce 10e anniversaire de Curiosity.
Toujours des choses intéressantes. Il y a des milliers de photos. Lorsque je suis allé voir, si on regarde la mission, voyons voir. Si on regarde la mission ici, oups, je vais mettre ça pour qu'on puisse voir l'ensemble. On peut voir qu'il y a près de 1 million de photos qui ont été prises et que ce petit véhicule, ça fait 3555 jours qui est sur cette planète. Donc, tout un voyage, bien sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la section clavardage le lien pour ceux qui aimeraient aller voir des informations. C'est des informations qui sont en anglais. J'essaie de trouver quelque chose en français, mais j'aime bien aller voir les sources des informations et des photos. Et deuxièmement, c'est que les photos qui sont sur le site de la NASA n'ont pas de droit d'auteur. Et donc, si on mentionne où je les ai pris, on n'a pas besoin de s'en faire sur les droits d'auteur. Voilà, voilà. Très bien. Alors, nous avons une question de chiffre alphabet. Voyons voir ce que nous avons. Alors, pourquoi la Lune crée les marées sur Terre? Ça, c'est une excellente question. On va voir si on peut faire un petit dessin. Soleil. La Terre. Et nous allons faire une petite lune. Comme ceci. Très bien. Alors, la question que nous avons ici de chiffre alphabet est la suivante. Pourquoi la Lune crée les marées sur Terre? Et voyons voir ce qui se passe. Nous savons que dans le système solaire, nous avons le Soleil dans le centre de celui-ci. Et le Soleil, par la gravité, permet à cette Terre de pouvoir circuler dans une orbite autour de celle-ci. Ça va bien. Nous avons aussi la Lune qui, avec la gravité, va aussi tourner en orbite autour de la Terre. Vous allez dire, pourquoi est-ce que la gravité fait cela? Donc, si vous êtes à la maison et que vous sautez, comme ceci, vous allez retomber sur Terre. Pourquoi? C'est que lorsque vous quittez le sol, le fait qu'il y a une masse très, très grande de la planète, cette masse de notre planète nous tire par gravité à cause de la masse de celle-ci. Maintenant, n'oubliez pas que notre masse corporelle, elle est très, très, très petite par rapport au sol. Mais si nous avons une masse, nous avons aussi une gravité. Ça veut dire que si vous sautez, comme ceci, il y a deux choses. La Terre, par sa masse, va vous attirer pour revenir avec la gravité, mais aussi, vous comme personne, même si vous avez une petite masse, vous attirez la planète vers vous. Maintenant, notre masse corporelle par rapport à la masse de la Terre, elle est très, très, très petite, donc c'est presque négligeable. Mais c'est quelque chose à considérer qui est intéressant. Maintenant, comment est-ce que la Lune fait une orbite comme cela? La Lune, lorsqu'on a... Alors, si on prend par exemple voyons voir. Si nous prenons une roche que l'on met sur de la glace, une patinoire par exemple à l'aréna, et que l'on pousse cette roche, s'il n'y a pas de force qui va contre celle-ci, nous allons avoir une roche qui va s'avancer dans une direction tout droite. C'est de la même façon que si nous jouons au foot ou nous jouons au baseball, s'il y a un projectile, que ce soit un ballon de foot ou une balle de baseball, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vont aller en ligne droite, à moins qu'il y ait de la gravité qui fait que cette balle ou ce ballon revient sur Terre. Donc, la Lune, à ce point-ci, veut aller tout droit. Mais chose intéressante, la Terre attire la Lune. Ça veut dire que lorsque la Lune est arrivée ici, comme cela,
Il veut toujours aller tout droit, mais la Terre attire la Lune. Lorsque notre Lune est rendue ici, la Lune veut toujours aller tout droit. Par contre, la gravité de la Terre attire toujours celle-ci. Oups. La Lune est attirée par la Terre par sa gravité. Donc moi, j'aime bien un petit G comme ceci. La Lune va toujours en ligne droite. Donc, si nous étions pour être sur la Lune, cette idée que la Lune va toujours en ligne droite, un peu comme un astéroïde dans l'espace, mais puisque on est attiré par la gravité ici, la Lune est toujours attirée par cette Terre et donc va être en orbite autour de la Terre, de la même façon que la Terre est en orbite autour du Soleil. Si nous prenons la Lune, c'est un objet céleste qui est solide et donc va tourner comme ceci. Notre Terre, autour du Soleil, c'est un objet solide, va faire le tour de la Terre. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des marées sur Terre? Et voyons voir maintenant. Oups. Donc, je vais faire ma Terre un petit peu plus grosse comme ceci. Et on va faire de l'eau. Quelle couleur? Tiens, je vais faire de l'eau de cette couleur. Nous savons que sur la Terre ici, il y a de l'eau sur la surface. Maintenant, la gravité du Soleil attire toute cette planète Terre vers celle-ci. Aucun problème. Par contre, si on pense à la roche seulement, ça va. Mais si on pense au liquide, le liquide peut bouger beaucoup plus facilement que les solides. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'eau qui est sur la planète réagit différemment de la gravité du Soleil. Maintenant, nous allons ajouter en plus de cela la Lune. Comme ceci. La Lune est un objet céleste qui est en orbite autour de la Terre. Nous avons dit que nous, comme personnes sur Terre, on est attirés, donc c'est pour ça qu'on peut rester à la surface. Si quelqu'un va sur la Lune, la personne peut marcher aussi sur la Lune. Il y a moins de gravité, mais tout de même, on est attiré vers celle-ci. J'ai mentionné que notre planète Terre est immense et nous attire vers nous. Mais j'ai aussi mentionné que notre masse corporelle, d'une certaine façon, attire la Terre aussi, de façon très, 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 très petite. C'est presque négligeable. Mais si nous avons la Lune ici, qui est à peu près 6 fois plus petite que la Terre, mais quand même immense, il y a une gravité qui va vers la Lune. Ça veut dire que lorsqu'on a la Terre ici qui est attirée par le Soleil, la Terre attire la Lune pour faire son orbite, comme ceci, mais la Lune aussi attire la Terre. Donc ça, c'est intéressant. Si la Lune attire la Terre, si on prend la Terre comme un gros rocher, c'est facile. Par contre, j'ai mentionné qu'il y a de l'eau sur la planète Terre. L'eau est une matière, l'eau a une masse, ça veut dire qu'elle est attirée par la gravité. Puisque la Terre est la plus grande gravité, nous avons de l'eau qui est à la surface de celle-ci, et donc c'est assez uniformément distribué. Maintenant, si nous avons la Lune qui a aussi une gravité et qu'il y a de l'eau ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que il y a la Lune qui attire la Terre, mais attire aussi l'eau, donc va attirer vers celle-ci l'eau un peu plus près de cette Lune. Donc ici, qu'est-ce qu'on se retrouve? C'est qu'on se retrouve avec une plus grande épaisseur d'eau. Ça veut dire que s'il y a plus d'eau ici, ça veut dire que la quantité d'eau qui est ici est allée plus haut de ce côté-là. Donc, si on pense à des marées,
nous aurions une marée basse qui est ici et une marée haute qui est là. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, si nous allons dans une baignoire ou une piscine, par exemple, et on prend notre corps et on bouge notre corps, on a une quantité d'eau qui va à un endroit et va finir par vouloir remplacer l'eau d'où est-ce que nous étions. Donc, c'est pour ça que si on bouge d'un côté ou d'un autre, ça crée certains courants et tourbillons. Donc, si la Lune attire l'eau ici vers celle-ci et que la marée est plus basse maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'eau qui monte ici, à une certaine quantité, est attirée par la gravité de la Terre. Ça veut dire que la Terre dit, OK, attendez un instant, moi je veux ramener mon niveau à la bonne hauteur. Donc, l'eau qui a monté ici, qui a une couche plus mince ici, va redescendre. Et qu'est-ce qui va arriver? On va se retrouver avec plus grand d'eau ici, parce qu'on a un volume d'eau qui avance rapidement. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va se retrouver avec une augmentation de la quantité d'eau. Maintenant, ça c'est une approximation parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. Donc on a vu qu'à cause de la Lune, l'eau va monter comme ceci, mais va revenir. Donc, l'eau change de direction comme ceci. Par contre, on a des océans et on a aussi des continents, on a des îles. Ça veut dire que lorsque l'eau se déplace, l'eau ne peut pas se déplacer où elle veut. Donc, elle doit contourner les continents et ainsi de suite. Donc, les marées que nous avons maintenant, il y a, alors 2 fois par jour, on a des marées qui montent et des marées qui descendent. Et ça change 2 fois par jour. Donc, lorsque je suis allé à Québec, je ne sais pas si je peux voir les photos lorsque je suis allé à Québec. Donc, je suis allé à Québec au début juin pour aller voir ma famille. Voyons voir si je peux aller voir cela. Voyons voir ça ici. J'ai pris le bateau de la traverse. Voilà. Donc, à la ville de Québec, il y a des marées. Les marées sont d'à peu près 2 mètres. Donc, voilà. Donc, ici, ça, c'est alors ça, c'est la rive sud de la ville de Québec. Il y a la rive nord de l'autre côté. Nous pouvons voir ici, donc ça, ici, c'est la marée basse. Alors, les bateaux ici accostent. Ici, il y a des autos qui peuvent entrer et sortir. Et on a la passerelle ici pour les gens. Maintenant, la marée à la ville de Québec, elle est à peu près 2 mètres. Donc, à chaque jour, la marée monte de 2 mètres et va redescendre, monte et redescend. Donc, c'est à peu près à tous les 6 heures. Donc, on peut voir ici la rampe. Je sais qu'il y a des fois où, lorsqu'on va sur le bateau comme piéton, on va descendre pour aller sur le bateau. Mais si on regarde ici les lignes de friction sur le côté, on peut voir que la marée, s'il monte de 2 mètres, il arrive que lorsqu'on est ici, nous devons monter sur le bateau. Donc, il y a ici tout un jeu qui se fait. Et la raison, c'est qu'on a le fjord du Saint-Laurent et lorsque la marée monte, l'eau, elle est comme prise avec les 2 côtes de chaque côté. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça parle un peu. Alors, c'est comme ça que nous avons les marées créées par la Lune et qu'elles changent au fur et à mesure. Mais il y a aussi un autre aspect intéressant, aussi bien en parler. Il arrive bien sûr que la Lune, qui est en orbite autour de la Terre, peut se retrouver ici, entre la Terre et le Soleil, et il arrive aussi que la Lune peut être ici. Alors ça ici, c'est intéressant, parce que oui, nous avons la Terre, nous avons la gravité du Soleil qui pousse l'eau ou tire l'eau vers le Soleil, mais nous savons aussi que la Lune ici a aussi une gravité. Donc, durant l'année,
il y a des moments où on appelle ça les grandes marées. Donc, qu'est-ce que c'est les grandes marées? C'est que nous avons les marées. Oups, voyons voir si je peux vous montrer ça. Donc, nous avons les marées qui sont faites avec le fait que la Lune a sa gravité et attire l'eau. Mais lorsque la Lune se retrouve entre le Soleil et la Terre, l'eau qui est sur celle-ci est attirée par la gravité de la Lune, mais aussi par le Soleil. On se retrouve avec les grandes marées. Les grandes marées où on se retrouve avec beaucoup plus d'eau qui va venir. Donc, à ce moment-là, on peut se retrouver avec plusieurs mètres de plus de liquide. Pourquoi? C'est parce qu'il y a cet effet d'ajout de la gravité de la Lune et du Soleil. Donc, si vous, peu importe où vous êtes autour du monde, si vous regardez un peu ce qui se passe près des côtes de l'Europe, de l'Asie, on a aussi l'Afrique, l'Amérique aussi, nous avons des marées à tous les jours qui montent et qui descendent. Mais il y a quelques fois durant l'année où on a les grandes marées. Et il y a des personnes, si on retourne dans le passé, il y a toutes ces légendes et des personnes qui vont préparer des saisons de pêche ou garder les bateaux à certains endroits pour éviter les bris, parce qu'on peut bien sûr calculer ou voir quand sont ces grandes marées basées sur, ici, la location de la Lune. Et voilà, c'est excellente question ici chez le Frère Alphabet sur les marées. Alors, c'est simple, mais il y a tout un aspect qui est très grand. Surtout le fait que la gravité affecte les solides, mais les liquides peuvent bouger beaucoup plus facilement. Voilà. Excellente question. Donc, j'espère que j'ai réussi à répondre à celle-ci. Voyons voir. C'est bien. Donc, ça nous mène à je pense qu'on va terminer notre émission aujourd'hui. Nous avons parlé de marée, on a parlé de Curiosité, qui est ce petit véhicule sur Mars. On a parlé du district de la distillerie à Toronto. Dites-vous que plus on se pose des questions, plus on observe ce qu'il y a autour de nous, ça nous permet de mieux comprendre notre environnement et possiblement avoir ces nouvelles idées pour améliorer notre société. Sur ce, passez une excellente journée et on se voit la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.